Bonjour à tous, il est 12h15. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la cinquième semaine, je me trompe, non, c'est la quatrième semaine, j'ai un trou de mémoire, non, je crois que c'est la cinquième semaine du Vrai Ségur de la santé. On a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on va discuter santé au sens large. On n'a pas donné vraiment de feuille de route à nos deux invités parce qu'ils ont forcément plein de choses à nous dire et à nous expliquer. On leur demandera peut-être de faire des focus sur ce qui leur semble aujourd'hui être le plus important. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir échanger avec Frédéric Valtou, qui est président de la Fédération hospitalière de France. Monsieur Valtou, je pense que vous êtes là, hein. J'ai vu passer votre nom, c'est bien ça? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être là. Et aussi Alain Brunel, qui sera avec nous aujourd'hui. Alain, on se connaît bien. Vous êtes député du Pas-de-Calais. Je crois que c'est la 16e circonscription. Non, c'est peut-être député du Nord d'ailleurs, je dis des bêtises. C'est ça, c'est député du Nord. Oui. Alain Brunel, c'est quelqu'un de très important pour moi et puis pour l'histoire du collectif. Parce que pour la petite histoire, c'est le premier politique, entre guillemets, à être entré en contact gentiment avec moi en juillet 2020 et en me disant « Arnaud, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai expliqué, puis il m'a dit « je vais vous aider ». Voilà, donc Alain, forcément vous vous en souvenez, hein. Vous aviez eu la gentillesse de partager à l'Assemblée nationale les premières publications du collectif et ça, forcément, pour nous, vous êtes inscrit dans l'histoire du collectif. Et Monsieur Valtou, eh bien, on s'est rencontrés également à Paris. Vous m'avez fait l'honneur de me recevoir. La Fédération hospitalière de France est une instance très importante. Vous m'aviez un petit peu expliqué comment elle fonctionnait. On a vu dans le cadre du collectif que vous étiez aussi engagé dans le contexte présidentiel pour porter des messages de rénovation, de modification d'organisation. Alain Brunel, il est député, mais très investi aussi dans le monde de la santé. Il a mené plein de combats autour de la santé. Et donc, le binôme, il nous a semblé naturel. Et aujourd'hui, eh bien, vraiment, on fera une table ronde tout à fait ouverte. Et vraiment, encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas donner de feuille de route. On peut parler de plein de choses. Et à tous les deux, je vais vous laisser la parole maintenant. Vous allez vous présenter. Et puis, peut-être que d'emblée, vous pourrez faire un focus sur ce qui vous semble important aujourd'hui, en mars 2022, pour le système de santé français, les enjeux pour demain, alors que le monde vit une situation assez terrible à quelques milliers de kilomètres de nous. Pour autant, on doit continuer à s'intéresser à ce qui se passe sur notre territoire. La santé des Français, c'est important, encore plus avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, je vous laisse vous présenter. Peut-être Alain en premier. Je pense que c'est peut-être notre aîné, Alain, hein, mais je ne veux pas être désagréable. Je vais laisser la parole à Alain, puis Monsieur Valtou, juste après, prendrai la parole. Voilà. Merci à tous encore une fois. Bien sûr, je vais bouger s'il le faut. Bon, allez-y. Merci pour cette invitation. Merci aussi pour cet échange que nous allons avoir dans quelques instants. Ma première parole, ce sera pour vous féliciter. Votre association, le collectif Santé en danger, pour votre dynamisme, vos propositions également, mais aussi pour alerter le gouvernement sur ce qui se passe notamment au niveau des hôpitaux et aussi des EHPAD. Moi, c'est un combat que je mène depuis un certain nombre d'années, même avant d'être député, c'est le combat que je menais. Pour la petite histoire, je rappelle que j'ai fait ma conférence de presse présentant ma candidature à l'hôpital de Douai. C'était en 2017 avec mon suppléant Jacques Michon. Et depuis, j'ai toujours essayé de relayer les cris de colère, les cris de révolte des soignants, à la fois à travers le collectif, mais aussi à travers les syndicats, le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux, enfin tous les collectifs qui existent actuellement et puis qui tirent la sonnette d'alarme en disant ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'on est directement au bord du gouffre et on va tomber dans le gouffre si on ne fait rien. Et donc voilà, j'étais un de ceux-là et pour marquer aussi ma volonté d'être un relais au niveau de l'Assemblée nationale parce que les députés, même s'ils ont des propositions, ce sont des relais au niveau de l'Assemblée nationale de ce qui existe, de ce qui se passe et de dire aussi que ça ne va pas et qu'il faut qu'on change véritablement les choses. Alors, j'ai aussi, pour mieux sensibiliser ce monde des soignants, était aussi le député incognito aux urgences de Douai.
puisque j'ai passé donc à l'époque, ou même encore maintenant, à l'époque où la sonnette d'alarme était tirée dans les urgences à l'hôpital de Douai, il y avait aussi des manifestations qui avaient eu lieu concernant le manque de moyens aux urgences, mais aussi la brutalité qui puisse exister vis-à-vis des patients et des infirmières qui travaillaient là aux urgences. Et là, il y avait une infirmière qui avait reçu quelques coups, malheureusement, et ils se sont mis en grève aux urgences pour dire, nous, il nous faut absolument qu'on mette de la sécurité à la porte des urgences et qu'il n'y en avait pas actuellement. Et ils m'ont dit, mais écoutez, monsieur le député, vous ne connaissez pas les urgences. Je dis, si, je connais les urgences, je les ai visitées. Oui, mais quand vous avez visité les urgences, monsieur le député, la direction était prévenue. Je dis, évidemment, parce que j'ai été invité par la direction. Et bien là, vous savez ce qui s'est passé, monsieur le député. Moi, je dis, non, vous allez m'expliquer. Et bien, ils ont mis en peinture les murs, ils ont rangé les brancards dans les placards, et vous n'avez rien vu. Ah ben, je dis, oui, effectivement, j'ai rien vu. Alors, si je dois voir des choses, je vais venir en tant que député aux urgences, mais je ne vais pas me faire connaître. Et je suis arrivé aux urgences, et donc là, j'ai fait le circuit traditionnel pour les patients qui arrivent aux urgences, et j'ai passé plus de 6h30 sur un brancard aligné dans les couloirs. Et là, j'ai vu. Et là, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu comment le personnel, je répète souvent, si on n'a pas ce personnel de soignants, il n'y a plus d'hôpitaux. Ça n'existe plus. C'est les professionnels, c'est le personnel soignant qui fait tourner les hôpitaux. Et là, j'ai vu les soignants qui couraient dans tous les sens. J'ai vu aussi les patients qui s'entraidaient les uns avec les autres. Ça, j'ai vu ça également. Et j'ai vu aussi toute cette détresse qui existait dans ces couloirs. Et là, j'ai rencontré effectivement le médecin au bout de 6h30. Donc, il m'a rencontré, j'ai décliné quelle était ma véritable identité. Et effectivement, à partir de là, le médecin qui était là, ce n'était pas un médecin de l'hôpital de Douai, c'était un médecin qui était venu par les agences qui donnent les médecins, ce qu'on appelle les mercenaires quelque part, et qui lui, il était là, et puis elle me dit, moi je suis sur Paris, je repartirai après, etc. Bon. Déjà là, c'était une sacrée souffrance à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est la petite histoire pour dire comment moi je me suis mieux imprégné un peu de ce que pouvaient vivre les soignants au niveau des services des urgences. Et puis depuis, j'ai fait le tour de France des hôpitaux avec les parlementaires communistes et aussi rencontré pas mal de gens et on a coécrit une loi avec le personnel de santé. Voilà pour une première intervention. Merci Alain. Merci Alain pour cette présentation très riche et qui nous met dans le vif du sujet tout de suite. Monsieur Valtou, encore une fois, merci d'être là avec nous. Je vais vous laisser la parole. Alors, Monsieur Valtou, quand on est président de la FHF, est-ce qu'on a idée de ce que parfois peuvent véritablement vivre des patients quand ils arrivent aux urgences, quand on reprend l'exemple cité par Monsieur Brunel? Est-ce qu'on a idée de cette course effrénée que vivent certains soignants? Et surtout, donc ça met le doigt sur une notion qui est fondamentale, la bienveillance institutionnelle envers les professionnels et la bienveillance envers nos patients. Parce qu'en fait, ce que nous dit Alain, c'est que ce qu'on impose aux soignants retentit directement sur les patients. Comment on peut sortir de ce cercle vicieux, Monsieur Valtou? Voilà, je vous laisse vous exprimer. Bonjour, merci d'abord Arnaud de votre invitation. Merci à toute l'équipe qui vous entoure d'avoir monté ce... et c'est vrai que je suis comme le commentaire qui vient de s'afficher. Je suis impressionné par votre décor et toutes ces bouteilles dont on voit qu'elles sont vides. La fête a dû être bonne. J'ai failli commencer à vous taquiner en introduction parce que j'ai failli vous dire en intro, si vous m'aviez invité chez vous, j'imagine que vous êtes à Paris aujourd'hui. Ah, vous êtes peut-être à Fontainebleau. Non, je suis dans ma mairie à Fontainebleau. Ouais. Ah, vous êtes dans votre mairie. Alors, je suis à Paris. Le tableau qui est au mur, c'est pas moi. Non, c'est un tableau de la ville de Fontainebleau. J'attends un train, j'essaie de trouver un endroit calme et je me suis mis dans un petit coin d'une terrasse abrité dans un restaurant. Voilà, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Un clin d'œil. Sur le fond, merci de votre invitation parce qu'effectivement, c'est un sujet majeur, la santé. Et avant d'être président de la fédération, quand je dis avant, c'est à la fois dans le déroulement de mon engagement politique, mais aussi dans mon quotidien. Je suis d'abord maire, comme l'a d'ailleurs été Alain Brunel pendant de longues années. Et quand on est maire, on reçoit tous les jours aussi ce que, évidemment, vos administrés vous racontent,
puisque vous êtes tous les jours dans votre ville à vous promener, j'y vis, etc. Donc, évidemment, tous les jours, j'entends ce que les gens ont à dire, et aussi sur leur hôpital. Donc, je suis aussi président de l'hôpital de Fontainebleau, qui est un hôpital qui a fusionné d'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais donc c'est un gros service d'urgence, c'est un gros service, enfin il y a beaucoup de services aussi à Fontainebleau, c'est un établissement important à l'échelle de notre territoire, donc je connais cette réalité-là aussi, donc bien sûr que je sais à la fois ce que vivent les soignants et surtout ce que les patients aussi, quel est leur quotidien, leur ressenti vis-à-vis du service des urgences. Mais enfin, je voudrais juste peut-être commencer par là en disant que ce qu'a vécu Alain Brunel en allant au service des urgences de Douai ou ce que vivent tous les jours ceux qui se pointent aux urgences, c'est pas que le dysfonctionnement de l'hôpital. Et je pense que je veux toujours essayer de remettre en perspective les choses. Si les urgences ont doublé leur fréquentation ces 10 dernières années, et si c'est le seul service public qui a connu ça. On est passé de 10 millions de patients aux urgences ou de passages aux urgences il y a une douzaine d'années à 20 millions aujourd'hui, un peu plus de 20 millions. Mais c'est le seul service public qui a vu sa fréquentation, on va dire ça comme ça, doubler en aussi peu de temps. Et effectivement, sans doute, avec un hôpital qui a dû s'adapter, des moyens qui peut-être n'ont pas toujours suivi, mais un hôpital qui a dû s'adapter parce que l'hôpital, il n'est pas conçu normalement pour être un lieu de premier recours. Il n'est pas conçu pour être, il l'est de fait. Et les urgences, elles existent depuis plus de 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée première à l'hôpital, c'est par les urgences. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, où effectivement la médecine de ville, qui vit une grave crise, fait que les gens se déportent vers les urgences. Donc, c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faut, dans les sujets d'avenir qu'il faut traiter, c'est est-ce qu'il faut que les hôpitaux, de manière claire et institutionnelle, deviennent un centre de premier recours et s'organisent pour ça, ou est-ce qu'on reste dans l'idée qu'un jour, peut-être, quand ça ira mieux, la médecine de ville doit garder, et le médecin généraliste doit être la porte d'entrée, comme on dit souvent, du patient dans le système de santé. Et que, alors, ouais. Voilà, oui, non, je me permets juste de… En tout cas, pardon, excusez-moi, allez-y. Je veux juste, je termine là-dessus, mais je veux juste bien sûr qu'il y a sans doute il y a des choses à dire sur le fonctionnement des urgences, mais s'il n'y avait pas une grave crise de la médecine de ville, sans doute que les patients ne seraient pas amenés à attendre 4 heures, 6 heures, 10 heures parfois, à être pris en charge dans des urgences qui sont effectivement débordées. Oui, merci Monsieur Valtou, parce que ça complète le propos d'Alain. Et effectivement, d'emblée, on met sur la table une des solutions, une des hypothèses de solutions. Vous donnez plein d'idées. Il est évident que la difficulté des urgences aujourd'hui est la traduction d'un problème en ville. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien identifié au long des auditions du Vrai Ségur de la Santé qui ont démarré il y a un mois. C'est évident qu'il faut faire le lien entre les deux. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites que ça n'est pas qu'un problème de l'hôpital. Effectivement, même s'il y a des sujets propres à l'hôpital qui concernent l'attractivité du personnel, à la fois les paramédicaux et à la fois les médecins impliqués dans la permanence des soins, il y a quand même un effort à faire sur la rémunération des gardes de nuit. Mais je suis d'accord avec vous que vraiment tout cela est quand même aussi indirectement, sans chercher de responsable, hein, la traduction d'un déficit en ville. Et donc, la question que je vais vous poser à tous les deux, parce qu'on a fait plein d'auditions, nous déjà, de la ville par exemple, et il y a plein d'infirmières libérales qui nous disent « Mais enfin Arnaud, on devrait être capable, nous, de faire du premier recours. » La question est la suivante, je vous la pose. Est-ce qu'on ne doit pas lancer un grand plan premier recours non hospitalier et savoir qui peut faire quoi par bassin de vie? Est-ce que déjà là, on ne soignerait pas un peu les hôpitaux? Voilà. Alain, vous pouvez commencer, puis M. Valtou, vous répondrez aussi. Bon, d'accord. La prochaine fois, c'est M. Valtou qui répond et moi, je répondrai après. Non, mais pour revenir aux urgences, donc pour être en accord avec les chiffres, en l'an 2000, il y avait 5 millions d'entrées. En 2017, 21 millions. Ça rejoint ce que vous disiez, M. Valtou. Donc, effectivement, une augmentation très, très importante. Ensuite, il y a eu 2 rapports qui ont été faits par les urgences. Un par le professeur Cali et un par le professeur Meignier.
enfin par l'urgentiste Meignet, qui est rapporteur au niveau de l'Assemblée nationale pour le budget de la sécurité sociale. Bon. Le professeur Cali, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait c'est pas les urgences en tant que telles qui sont un problème, c'est l'ensemble des services de l'hôpital. C'est l'hôpital tout entier. Je trouvais là-dessus qu'il y avait une très très bonne réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des rapports qui ont été faits, donc il y a eu des auditions, il y a eu des visites, etc. Mais le problème, c'est que tous ces rapports restent dans les tiroirs. Ils restent dans les tiroirs et il n'y a pas de prise en compte de ce qui a été dit par rapport à ces rapports. C'est ça qui m'embête, parce que demain, on peut faire un troisième rapport sur les urgences, sur la pédiatrie, sur tout ce qui manque dans les hôpitaux, sur les médecins, pénurie de médecins, etc. Mais il faut prendre des solutions. Les rapports sont là aussi pour indiquer une réflexion, pour essayer d'avancer dans cette réflexion. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, donc, on a un problème aussi avec la médecine de ville, comme on dit, parce qu'il y a une pénurie aussi de médecins. Il y a pu, et on a aussi une nouvelle génération aussi de médecins, et ils ont raison, je dis tout de suite qu'ils ont raison, et qui disent, nous, on ne veut plus faire comme nos pères. Donc, on ne veut plus aller chez les patients jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, ça c'est terminé, on ne veut plus ça. Ils le disent très clairement, et ils ont raison de le dire. Donc, il faut aussi qu'on en demande de plus en plus de médecins. Mon médecin personnel me dit, Alain, tu sais, dans 3 ans, je suis en retraite. Et tous ceux qui sont sur le secteur, le bassin de vie avec moi, sont en retraite aussi. Mais on ne sait pas s'ils vont être remplacés ou pas. Donc, on a une pénurie de médecins. On nous répond par rapport à cette pénurie, oui, mais on vient juste de supprimer le numerus clausus. Maintenant, il faut attendre 10 ans. Donc, c'est un peu ce qu'on dit. Mais la pénurie de médecins vient aussi par le manque. Alors, si on prenait le numerus clausus, effectivement, c'était la première année avec le PACES, donc une sélection brutale. Je ne suis pas sûr qu'ici, avec le Parcoursup, et c'est déjà une sélection en soi, on aura beaucoup plus de médecins, parce qu'on n'a pas agrandi non plus les portes d'université, on n'a pas non plus agrandi, on n'a pas non plus travaillé sur un plan de formation. Donc, quelle est la solution? Il faut les intermédiaires. Donc effectivement, là, Arnaud nous pose la question de dire, est-ce que si les infirmières aujourd'hui avaient une pratique avancée, c'est un peu ça, comme il se passe dans les hôpitaux, donc des premiers secours, les premiers recours, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est possible? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas un professionnel de la médecine. Moi, ce que je veux essayer de comprendre, c'est comment aujourd'hui, on va essayer de pouvoir répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens et comment on va répondre aussi au malaise que vit l'hôpital public. Alors, il y a plusieurs expériences qui se mettent en place actuellement. On parle de centres de santé, donc des médecins salariés, de plus en plus maintenant ça prend, donc sous la responsabilité soit des communautés de communes, soit des départements, ou soit aussi mis en place par les régions, ce qui permet aussi d'avoir un pôle médical qui peut aussi être là 24 heures sur 24 ou alors en permanence parce que chaque médecin n'a pas forcément les patients et donc les patients ont plusieurs médecins puisque c'est un cabinet et donc on essaye aussi d'autres méthodes. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Bon, voilà, il y a beaucoup de solutions qui sont en place. Alors, le gouvernement nous dit toujours, mais bon, il faut diminuer le personnel parce qu'il y a la télémédecine. Bon, la télémédecine, ça ne règle pas tout. La télémédecine, ça ne règle pas tout parce qu'un patient, pour être assuré, il a besoin de voir son médecin. Et c'est son médecin qui va le rassurer parce que son médecin l'aura en face de lui. Bon, que ce soit un recours à un moment donné parce qu'il faut se précipiter, parce qu'il y a quelque chose d'important, il faut que la télémédecine puisse fonctionner. Moi, je suis d'accord avec la télémédecine. On a vu aussi que par rapport à la pandémie, la télémédecine a très très bien fonctionné. Et heureusement qu'elle a pu fonctionner à ce niveau-là. Donc, il y a des moyens nouveaux qui sont mis en place. Donc voilà, je pense qu'il faut garder l'ensemble. Il n'y a pas que la médecine de ville, c'est tout un ensemble de politiques au niveau de la santé et des hôpitaux qu'il faut qu'on regarde. Voilà. Ce que vous dites là, Alain, c'est fondamental parce qu'il y a un autre fil rouge qui ressort des auditions qui dit bien que le fait qu'il n'y ait pas de continuité dans la réforme de la santé sous forme de plan pluriannuel est un vrai problème. Parce que finalement, ça veut dire qu'à chaque alternance politique, on repart de zéro. Et ça, j'étais sur un plateau télé hier soir, Yves Gégaud, ancien député, me l'a dit, ancien ministre de Sarkozy également me l'a dit, Arnaud dit le problème,
c'est qu'on recommence à zéro à chaque fois. C'est quand même impensable qu'on soit capable peut-être de faire des plans d'investissement sur l'armée, admettons, je prends un exemple au hasard, sur 10 ou 15 ans, quand on sait que dans 10 ans, il nous faut un nouveau porte-avions, on le prévoit 10 ans avant. Bon. Pourquoi, Monsieur Valtou, on n'est pas capable d'avoir cette projection-là sur 10 ou 15 ans pour ce qui concerne la santé? Et est-ce que le meilleur moyen de soigner l'hôpital aujourd'hui n'est pas de s'intéresser très sérieusement à la ville, à la médecine pré-hospitalière et à nouveau en réformant le système des études de santé? Parce que, Alain, ce que vous dites sur le numerus clausus est vrai. Cependant, c'est un jeu de mots. Le numerus clausus a été remplacé par le numerus apertus. Il n'y a réellement que 15% ou 18% d'augmentation de postes. Autant vous dire que ça ne va pas régler les problèmes maintenant. Monsieur Valtou, voilà, ça fait plein de questions, Monsieur Valtou. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Je commencerai par un point d'accord avec Alain Brunel. Il n'y a pas une solution miracle pour notre système de santé ou pour effectivement faire face à ce que j'appelle au mur de la démographie, qui est vraiment l'enjeu majeur. L'enjeu majeur dans le système de santé, c'est les femmes et les hommes qui le servent, tous ces professionnels, quel que soit leur statut, hein, et qui effectivement de moins en moins nombreux et qui ont tendance plutôt à se désespérer plus qu'à arriver en masse dans le système de santé. Donc, comment on fait face à ce mur démographique qui nous attend, qui a déjà commencé à produire ses effets et que l'on voit, c'est l'enjeu des réponses qui ont été esquissées à l'instant. Je pense qu'effectivement, il faut accélérer la délégation de tâches, les pratiques avancées, la confiance faite à ceux qui ont des connaissances médicales, qui sont capables, là aussi, de venir prendre en charge un certain nombre de patients. Mais il faut aussi casser des conservatismes. On l'a vu, par exemple, au moment de la vaccination. Sur la vaccination, est-ce qu'on autorise, qui on autorise à faire des vaccinations? Et on l'a vu il y a quelques années, on sait que les syndicats de médecins ne sont pas toujours les plus progressistes qui soient, et qu'il y a aussi beaucoup de conservatisme, beaucoup de prudence quant à ce qu'est la réalité de la confiance qu'on fait à des infirmières qui, par leur expérience, par leurs études bien sûr, mais aussi par leur expérience, à qui, je veux dire, un rôle qui est pilote et qui pourrait, pour des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des suivis au long cours, tout un tas de patients, pourrait aussi avoir un rôle où on leur fasse beaucoup plus confiance. Alors évidemment, moi je suis comme Alain Brunel, je ne suis pas médecin, donc je rentre dans ces débats toujours avec beaucoup de prudence, parce qu'on peut imaginer des choses de manière un peu théorique, mais il faut effectivement que les sociétés savantes, que les spécialités, que les médecins s'entendent, et peut-être soient un peu plus ouverts et acceptent, comme on le voit dans d'autres pays, où finalement, dans d'autres pays, les infirmières ont un rôle beaucoup plus structurant qu'elles ne peuvent avoir en France, où il y a malgré tout, quand on leur accorde des marges de manœuvre nouvelles, c'est toujours avec d'abord l'expression d'une certaine défiance, puis des expérimentations, puis au terme d'expérimentation, on va autoriser, etc. Et donc, on y va toujours avec beaucoup de prudence et à reculons. Il faudrait changer les mentalités. Moi, je pense que la réalité des choses, c'est-à-dire le moins en moins de soignants, je ne vous entends pas, Arnaud, je vois que c'est à moi que vous voulez parler ou... Pardon, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment, moi, je suis d'accord avec tout ça, hein. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça fait partie de l'arsenal pour améliorer les choses. Mais comment on fait pour dire aux gens qui n'ont plus de médecin de famille, vous inquiétez pas, hein, il n'y en aura plus des médecins de famille, mais on va donner plus de prérogatives à des infirmières. Vous comprenez bien que ça, c'est quand même pas suffisant comme réponse. Enfin, non, moi, ça ne me suffit pas, en tout cas. Enfin, non, je suis assez d'accord avec vous, mais à ce moment-là, si on veut restaurer le médecin famille, il faut restaurer effectivement le rôle et la place du médecin. Enfin, 25 euros mais 25 euros de consultation en secteur 1 parce que la personne est âgée, elle a besoin d'explications, etc. Il faut passer une petite heure avec elle. Idéalement, on voit bien que là, même s'il y a des avancées qui sont faites il y a des signaux qui ne sont pas bons. Et il y a aussi dans le mode d'exercice, on le sait,
chez les jeunes générations l'envie d'une pratique qui soit peut-être plus modulable, avec un peu d'hôpitaux, parce qu'à l'hôpital, on a les cas complexes, on a les équipes, on a l'émulation du travail en équipe, un peu en ville de temps en temps. Enfin voilà, il faut avoir aussi peut-être des modes d'exercice qui soient plus souples que ceux qu'on a et sortir des logiques publiques, privées. Bon, peut-être, c'est en tout cas dans cette voie-là, je pense qu'on redonnera… Parce que là, moi, ce débat sur l'augmentation de la suppression du numerus clausus, même s'il est limité par le numerus apertus, là. Enfin bon, il n'est pas sûr que toutes les milliers de médecins qu'on va former et qui vont sortir dans quelques années, parce qu'on passe de 6 000 à 15 000, je crois, à peu près, donc il n'est pas sûr que les nouveaux médecins aient envie aussi d'aller mettre leur plaque et de reprendre des cabinets et de travailler comme les générations précédentes dans le même type d'exercice. Donc, on fait un pari, mais qui était pour moi un pari incertain, parce que le modèle de la médecine libérale tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit attractif pour des générations, même si elles sont plus nombreuses à être formées. Donc effectivement, ça renvoie aussi à la place de l'hôpital. Est-ce qu'on considère, comme on le considérait jusqu'à présent, à partir du moment où on a dit le médecin généraliste, c'est la porte d'entrée dans le système de soins, et c'est un peu celui qui est comment dire, qui coordonne, qui suit son patient, quelles que soient les étapes de prise en charge du patient. Est-ce qu'on continue dans ce modèle? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on recentre l'hôpital sur être un plateau technique. De temps en temps, lorsqu'il y a une carence, de pouvoir aussi jouer ce rôle de premier recours. Mais globalement, à part les urgences qui sont là où il y a une vraie urgence, on cantonne l'hôpital à ce rôle de plateau de recours. Vous voyez, donc aujourd'hui, on vit sur un système de santé qui a été rebâti et réorganisé au début des années 90, c'était les ordonnances Juppé et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de médecins. La réalité de la prise en charge avec la télémédecine, mais c'est un exemple parmi d'autres, elle a évolué et on voit bien que ce système, il ne marche plus. Donc, il faut redéfinir le rôle et la place de chacun. Alors, Monsieur Valtou, dans ceux qui sont encore là aujourd'hui, les paramédicaux et les médecins, je vais faire un petit focus. Il y a un problème majeur que le Ségur de la santé n'a absolument pas abordé, on ne va pas y revenir, c'est la permanence des soins et la valorisation de la permanence des soins. C'est-à-dire que des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants travaillent la nuit pour assurer du 24-24. Quand les services sont encore ouverts, Alain, évidemment, parfois, malheureusement, on n'a plus ce problème à régler vu que les urgences ferment. Petite parenthèse, sur le territoire, M. Valtou, on a fait un recensement récent, il y a à peu près 70 services d'urgence fermés la nuit. Bon. La FHF, elle est d'accord sur le fait qu'il faut revaloriser la permanence des soins. Je rappelle, infirmière de nuit, prime de nuit, 1 € brut de l'heure, médecin de garde hospitalier, praticien hospitalier, garde de nuit, 18 € de l'heure. Moi, à ces tarifs-là, je comprends qu'il n'y ait plus personne dans les hôpitaux. Est-ce que la FHF, elle défend, elle porte le fait qu'on doit en urgence refaire de l'attractivité dans nos établissements de santé pour garder les gens qui sont encore là? Monsieur Valtou, je vous laisse répondre, puis Alain, vous nous donnerez votre avis là-dessus. Ça me paraît tellement évident. 1 € de prime par heure. Oui, mais ça, je suis totalement d'accord avec vous, c'est dérisoire. On l'a porté pendant le Ségur de la santé, on l'a porté dans les différentes publications qu'on publie régulièrement. Évidemment qu'il faut mieux accompagner financièrement les soignants, enfin les hospitaliers en l'occurrence, dans leur déroulement de carrière. On l'a beaucoup poussé avant que n'émerge l'idée d'un Ségur de la santé. La crise est arrivée, le Ségur de la santé, c'était une réponse à une demande en urgence de dire l'hôpital ne tiendra pas si on ne prend pas des mesures immédiates. C'était des mesures immédiates, elles sont imparfaites, il y a eu du plus quand même. Augmenter les salaires nets de 10%, c'est pas, je veux dire, on ne peut pas dire que ça ne suffit pas, mais ça ne résout pas les problèmes structurels de l'hôpital, c'est évident, ni de déroulement de carrière, ni d'un certain nombre effectivement de choses qui dans l'urgence n'ont pas été traitées et qui pourtant sont nécessaires. Juste un mot sur la permanence des soins. Quand on demande aux médecins libéraux
de participer à la permanence des soins. J'entendais ce que disait Alain Brunet tout à l'heure. Bien sûr que l'idée, ce n'est pas de demander aux médecins généralistes, ils sont de moins en moins nombreux, ils bossent déjà beaucoup, de passer des soirées et des nuits à continuer à bosser. Mais ne serait-ce que d'ouvrir et de leur demander de faire du non-programmé, d'avoir dans leur carnet dans leur carnet de rendez-vous chaque semaine, d'avoir des espaces de non-programmés qui pourraient être coordonnés avec effectivement les plateaux, le 15, qui pourrait être, où finalement on pourrait dire au téléphone, bah, écoutez, on ne va pas vous orienter vers des urgences, mais allez voir, il y a un médecin généraliste dans votre ville à telle adresse qui, le mardi après-midi, fait que du non-programmé, il est ouvert, allez dans son cabinet, bon, vous voyez, ne serait-ce que ça, aux heures ouvrables. Je ne parle même pas de 2 heures du matin, je parle… Alain, il disait tout à l'heure, et je sais parce que c'est pareil partout, Alain. Alain, il disait quand même tout à l'heure, M. Valtou, que les médecins généralistes aujourd'hui, ils ne prennent même plus de patientèle programmée en plus. Je ne sais pas si c'est une piste à explorer de demander aux généralistes de laisser des créneaux pour les soins non programmés, parce que j'ai l'impression que je m'interroge vraiment. Oui, mais il faut bien qu'on avance des propositions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense… Vous vous rendez compte que si chaque médecin généraliste donnait 3 heures ou 4 heures, c'est-à-dire une demi-journée, on va dire, une demi-journée de non programmé par semaine, et que ce soit organisé à l'avance, c'est-à-dire su, comme on sait que tel week-end, c'est telle pharmacie qui est ouverte de garde, et comme on sait aussi, enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs qui sont un peu aberrants dans notre pays, pardon, mais on sait, et Alain Brunel, qui a donc été maire, le sait, on sait organiser la permanence des boulangeries en France. En France, il y a une règle qui dit que sur un même territoire, l'été, pendant les vacances, etc., il y a toujours une boulangerie qui doit être ouverte. Bon, voilà. On sait organiser la permanence des boulangeries. Je ne parle même pas de la permanence des pharmacies. Vous voyez, on sait organiser ça avec les boulangers, on ne saurait pas le faire avec les médecins. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alain, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous qui êtes confronté à ce problème-là avec les urgences pédiatriques de Douai que vous défendez? Comment on peut résoudre ce problème-là? Parce que les soignants, ils savent qu'il faut travailler la nuit. Mais un peu comme le médecin généraliste d'aujourd'hui qui n'a plus envie de faire le médecin de famille corps et âme, ils ne veulent plus travailler pour des clopinettes. Moi, je pense que les soignants ont raison. Hein. Alors, d'une part, sur les salaires, je suis entièrement d'accord, il faut revaloriser les salaires. Je parle du Ségur de la santé, c'est une catastrophe. Même s'il y a une évolution pour certaines catégories, parce que là, le Ségur de la santé a divisé les soignants. Il y a des soignants qui ont perçu 183 € tout de suite. Il y a le médico-social qui a perçu, pas tous le médico-social, ceux qui sont directement en lien avec l'hôpital. Les autres, ils n'ont encore rien reçu. Il y a des problèmes aussi dans différentes professions, notamment les infirmières en bloc opératoire, diplômés d'État en bloc opératoire. Il y a aussi les anesthésistes, il y a les sages-femmes, on pourrait dire pas mal de services. Et là, le Ségur de la santé n'a pas répondu à l'ensemble du personnel soignant, mais a pris par petites catégories. Bon, après, on peut se vanter qu'il y en a qui vont toucher 183 €, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Le problème, il faut prendre l'hôpital dans son ensemble. C'est-à-dire, si on prend l'hôpital dans son ensemble, si on prend la santé dans son ensemble, il faut regarder aussi, lorsqu'on fait un Ségur, que toutes les catégories de personnel puissent en bénéficier. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a un malaise dans l'hôpital. Il manque 100 000 personnes dans les hôpitaux à embaucher immédiatement. On pourrait déjà commencer par ça, ce serait quand même pas mal. Et quand même, quand on a fermé 5400 lits pendant la période de 2020, pendant la pandémie, et même si le ministre Olivier Véran, il dit, bah oui, vous comprenez, on a séparé les chambres de 2, on les a séparées en une chambre parce que c'est la pandémie. Mais il manque toujours 5300 lits, qu'on ne le veuille pas, puisqu'on a fermé 3000. Il y avait 10 600 lits, on a dit on va fermer les chambres par 2, puisqu'il peut y avoir des chambres individuelles, mais donc on a toujours fermé. On a fermé quand même 17 000 lits d'ici, depuis le début du mandat, et donc ça c'est dramatique. On ferme sans arrêt des lits parce qu'on ne répond pas non plus aux besoins des citoyens et aux aspirations des citoyens. Et donc alors on encombre, tous les services sont encombrés. Et on ferme des services. À un moment donné, on dit, moi je parle de la pédiatrie parce que c'est un combat que je mène ici au niveau de mon territoire, mais il y a d'autres combats aussi au niveau des pédiatries qui se mènent, il y a d'autres services. Il y a un malaise partout. Comment on va prendre ça à bras-le-corps? On ne peut pas toujours dire, on va demander à un médecin de faire quelques heures supplémentaires. Non, ce n'est pas possible. On a fermé des urgences.
On a fermé des urgences. On dit que les urgences ne sont pas rentables. Alors, bah oui, vous savez, entre minuit et 9 heures du matin, il n'y a pas grand monde qui vient. Bah si, bah, il y a du monde qui vient parce que le monde, il va aller ailleurs, etc. Voilà comment ça se passe. On a ce malaise-là qu'on ne peut pas regarder en face des yeux et on se retrouve toujours avec des gros problèmes en disant mais de toute façon, ça va aller, ils peuvent aller à l'autre hôpital, mais il y a toujours des trous dans la raquette. Qu'on veut le pas, il y a des trous dans la raquette. Il faut regarder, il faut tout remettre à plat. Alors, C'est ça qu'il faut faire. Et moi, je pense, alors je termine là-dessus, on va dire 100 000, comment on va embaucher 100 000 personnes? Eh bien, il faut supprimer la taxe sur les salaires des soignants. Il y a une taxe sur les salaires des soignants qui est opérée par tous les chefs d'établissement, vous le savez comme moi, monsieur Frédéric Valétou, voilà, qui est une taxe qui représente à peu près entre 10 et 13%, et donc les chefs d'établissement doivent prendre l'enveloppe de dépenses, l'équivalent, ça représente à peu près 7 à 8% de leur enveloppe de dépenses, et ça fait au total 5 milliards qui retournent dans les caisses de l'État. 5 milliards qui retournent dans les caisses de l'État, et bien si on les prenait pour dire aujourd'hui on va embaucher du personnel, on pourrait embaucher du personnel. Bon, c'est simple. Et après, au niveau des financements aussi, si on faisait l'égalité de salaire homme-femme, c'est 6 milliards et demi qui rentraient dans les caisses de la sécurité sociale. Voilà. Alors, je voudrais vous poser, et Monsieur Valtou, vous pourrez répondre à Alain si bien sûr si vous le souhaitez. Juste, je vous place ma question avant. Parce qu'on essaye de trouver des solutions. Bon, alors on a plein d'idées, hein, vous en doutez, on est en train de préparer un recueil des meilleures idées. Bon. Il y a quand même une idée qui émerge, dont on n'entend jamais parler dans le monde de la santé, au niveau des médias, puis moi, dans le cadre de mes interactions avec les tutelles, j'en entends jamais parler. Alain, je pense que ça va vous plaire. Est-ce qu'il est complètement illusoire d'imaginer, cette idée-là vient du monde de l'entreprise, une sorte d'hôpital laboratoire, c'est-à-dire un hôpital sur lequel on appliquerait des mesures révolutionnaires en termes de ratio, de fonctionnement, même de bassin de vie, une sorte de zone, un bassin de vie laboratoire, avec un hôpital dans lequel on modifierait plein de choses et on regarde comment ça se passe. On regarderait comment ça se passe pour voir si le processus serait généralisable à d'autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît être de l'ordre du faisable? Évidemment, il faut qu'on s'enferme tous, il faut qu'on travaille. Tout ça, on ne pourra pas faire l'économie. Mais pour passer la seconde, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des hôpitaux pilotes, en fait? Des hôpitaux pilotes ou des hôpitaux performants, je veux dire, ils ne sont pas tous pas performants, pas efficaces dans leur organisation, etc. Enfin, heureusement, il y a des marges de manœuvre, il y a des équipes localement qui expérimentent des choses. Je pense qu'aujourd'hui, chacun essaye de trouver des solutions. Je ne sais pas si on peut généraliser comme ça et dire qu'il faudrait travailler à un hôpital performant parce que ça voudrait dire qu'à contrario, ils le sont. Aujourd'hui, tous ne le sont pas. Moi, je connais des expérimentations dans les territoires qui sont passionnantes, où ils essayent effectivement, d'ailleurs souvent médecins hospitaliers, médecins de ville, à essayer de répondre à ces questions qui sont compliquées, de manque de manque de professionnels, alors que les besoins de santé en France augmentent et qu'on a de moins en moins de professionnels, comment on arrive à faire face? Voilà, il n'y a pas une solution miracle. Enfin, si vous voulez, moi, soyons lucides. On a quand même un système de soins à deux vitesses aujourd'hui. Enfin, il y a un service public qui est un peu qui rame, on va dire, avec ses obligations lourdes, avec ses contraintes fortes, avec ses salaires pas mirobolants, avec ses statuts qui, effectivement, parfois sont un peu corsets. Et puis, on a une autre médecine aussi qui fonctionne plutôt pas mal, qui affiche des salaires importants. Et alors, je ne suis pas par le nivellement par le bas et je ne suis pas forcément pour dire il y a un modèle à mettre à la poubelle, mais ne serait-ce qu'un meilleur partage, on parlait de ça à propos de la permanence des soins, un meilleur partage des obligations, des missions d'intérêt général, pour ne pas dire mission de service public, mais on pourrait employer aussi l'expression mission de service public. Est-ce qu'il faut systématiquement que les cas les plus compliqués, l'urgence vitale, le cas qui arrive à 2 heures du matin, ce soit réservé au dimanche après-midi, ce soit réservé au public? Et puis, est-ce qu'il faut que le reste, ils choisissent leur lieu d'implantation, ils choisissent leur matière de faire, ils choisissent les patients qui vont opérer? Est-ce qu'on accepte ça? Ou est-ce qu'on se dit finalement qu'il y a de moins en moins de professionnels, il y a
a aussi comment dire, des budgets qui sont contraints, que les Français n'ont pas forcément envie de voir leur cotisation augmenter à l'infini pour financer un système de santé qui coûterait de plus en plus cher. Et bon, moi, je pense qu'une meilleure régulation des choses, un meilleur partage des rôles serait quand même effectivement plus utile. Alors, il faut mieux payer, c'est clair, les carrières à l'hôpital. Et vous savez, il y a quand même un paradoxe. Hein. Il n'y a jamais eu autant de médecins inscrits à l'ordre des médecins qu'en ce moment. En fait, on pense que la France manque de médecins. Non, la France manque de médecins qui soignent. La France manque de médecins qui sont en phase de patients et qui prennent en charge les patients. Et quand on regarde les statistiques, on n'est pas dans une période de basse eau. Simplement, il y a des gens qui n'ont plus envie de faire de médecine, ou en tout cas qui ont envie de faire de la médecine ailleurs, dans d'autres formes. Et donc, je pense que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'hôpital aujourd'hui ne donne pas très envie, il faut dire les choses. Hein. Il n'est pas très sexy aujourd'hui. Non, mais c'est évident. Mais comme la médecine de ville n'est pas sexy non plus. Donc, il faut être… enfin, on parlait des marges de manœuvre. La taxe sur les salaires, c'est une voie. 30% des dépenses de santé, on nous dit, sont des dépenses inutiles ou en tout cas redondantes, non efficientes, qu'on pourrait mieux dépenser. 30% de 220 milliards, là, ce n'est pas 1 ou 2 milliards par-ci par-là, là, c'est 60 milliards. Donc, on n'ira jamais dans un système hyper fluide comme Arnaud, vous décriviez l'hôpital de demain qui doit être hyper efficace, etc. Mais enfin, ne serait-ce que sur les actes complètement inutiles, les actes redondants, les cataractes qui servent à rien mais que l'on déclenche pour faire de la rémunération, etc., on arriverait effectivement à mieux gérer. On voit comment on pourrait mieux payer l'aide-soignante, comment mieux payer les gardes de nuit, mieux payer la consultation en tarif 1, quoi. Et effectivement, je suis d'accord, il y a trop de paperasserie, trop de bureaucratie, et ça fait partie aussi des choses qui plantent le moral des soignants, bien sûr. Monsieur Valtou, vous avez, au sein de la FHF, vous avez entamé, il me semble, un grand travail de consultation des candidats à la présidentielle. Alain, lui, il soutient son candidat, Monsieur Roussel. Monsieur, il va nous en parler. Hein, Alain, vous pouvez mettre en lumière des mesures de Fabien Roussel. Monsieur Valtou, il y a des programmes qui ont attiré votre attention sur l'hôpital. Alors, on les auditionne jeudi, donc d'accord. On fait une petite séance après jeudi. D'accord, ok, ça marche. Alain, vous voulez nous parler du programme de Fabien Roussel. Voilà, ce n'est pas un problème du tout que vous souteniez un candidat. Dans le vrai Ségur de la santé, on a aussi auditionné des gens d'autres convictions politiques. Hein, donc, ma question et ma démarche, elle est tout à fait neutre. Est-ce que le candidat Roussel a conscience de ces choses-là? Il me semble que oui. Hein, il me semble que oui. Hein. Oui, Fabien, évidemment, a conscience de ça, parce que Fabien a participé aussi au Tour de France des hôpitaux organisé par les parlementaires communistes, donc il a été aussi sur le terrain, il a écouté. Bon, je rappelle quand même dans l'esprit que ce Tour de France des hôpitaux, ce n'était pas pour dire aux soignants que nous rencontrons voilà ce qu'il faut faire. Non, c'était beaucoup plus une écoute. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelles sont vos propositions et comment on peut coécrire une loi par rapport à ça? La deuxième chose, c'est que moi, je suis partisan, je suis un défenseur du service public. Alors, je suis un défenseur du service public et de l'hôpital public parce que l'hôpital public a aussi cette valeur incontournable, c'est qu'elle a l'obligation de recevoir les patients, quelles que soient leurs conditions sociales. Et ça, je pense que c'est déjà important à ce niveau-là. Alors après, sur les différents moyens, effectivement, on a une difficulté, mais il faut quand même qu'on change de politique parce que quand on prend Ma Santé 2022 de l'ancienne ministre, qui dit à un moment donné, dans son projet, il va falloir avoir 400 hôpitaux de proximité, c'est-à-dire des hôpitaux de proximité, sans urgence, sans chirurgie, sans maternité, etc. Donc des hôpitaux simplement pour recevoir des malades de longue durée, à soigner à longue durée. Ben, ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on ne va pas rajouter 400, 600 hôpitaux de proximité, on va en fermer. Et moi je dis c'est le contraire qu'il faut. Il faut permettre dans chaque territoire d'avoir les hôpitaux avec les moyens en personnel et les moyens aussi en matériel, de façon à ce qu'on puisse recevoir les gens.
Après, qu'on ait aussi de bonnes relations entre l'hôpital et la médecine de ville, il le faut. Il faut absolument qu'on ait ce lien entre les deux. Mais si aujourd'hui, on est en train de beaucoup plus rechercher en disant on va essayer de réguler. C'était dans les propositions de loi aussi de savoir comment on va réguler. Je vous rappelle simplement qu'aujourd'hui, en pleine pandémie, en pleine difficulté, on dit aux hôpitaux, à partir du 1er janvier 2022, tous ceux qui rentrent dans les urgences, ils vont payer plus que 17 €. Donc, il faut déjà mettre quelqu'un qui est déjà aux urgences, qui doit accueillir le patient, qui est déjà, lui, débordé parce qu'il y a l'infirmière qui est l'administratif, il y a l'infirmière. Ils vont dire, attendez, madame, vous avez de quoi payer ou pas payer? On va vous prendre ou on va pas vous prendre? C'est pas là l'objectif. L'objectif, il n'est pas du tout là. Donc ça, c'est dramatique en soi. Donc, si on faisait aujourd'hui, si on prenait en charge à 100% les malades, on n'aurait pas ce type de problème. La deuxième chose qui se pose aussi, c'est concernant la régulation, c'est qu'à un moment donné, on a dit dans les urgences, écoutez, vous prenez un patient, si ce n'est pas trop dramatique, vous essayez d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste, et à ce moment-là, l'hôpital recevra 50 €. Non, mais attendez, on est dans la marchandisation de l'hôpital public et des soins. On n'est plus dans l'humain, c'est plus dans l'économie, et l'humain, il est mis de côté. Et ben, moi, c'est tout le contraire. C'est ce que Fabien Roussel veut, tout le contraire. C'est aujourd'hui mettre l'humain d'abord et créer les moyens pour être au service de l'humain et aussi au service du personnel. Alors nous, on a des propositions à faire. Effectivement, j'ai dit 100 000 personnes dans l'immédiat pour les hôpitaux, 200 000 dans les EHPAD et 100 000 aussi pour les aides à domicile. Après, on est aussi pour un grand service public du médicament. Parce que ça, c'est drôlement important. Parce qu'aujourd'hui, on a la grande pharmacie du monde qui est en Inde, voilà, et on dépend toujours de cette pharmacie-là. Et nous, on n'a pas la maîtrise des médicaments. Quand on voit aussi qu'il y a des difficultés au niveau des patients à un moment donné, tellement on ne sort plus les médicaments, on les sort au compte-gouttes, qu'ils sont obligés avec des médicaments importants de faire plusieurs pharmacies pour avoir notamment leurs médicaments pour pouvoir se soigner et aussi être sauvés. Et bien là, on dit stop, il faut arrêter de faire de l'argent sur tout, de l'argent sur la santé, il faut arrêter d'en faire. La santé, c'est une priorité des citoyens, c'est une priorité aussi du personnel. Et je dirais aussi, c'est une priorité dans le cadre de la campagne présidentielle. C'est la deuxième priorité selon les sondages et la première selon d'autres sondages. Et ben, il faut effectivement que tout le monde prenne ça en considération et que ce ne soit pas des propositions en l'air. Que les propositions soient mises en œuvre. Et alors, au-delà des présidentielles, c'est le combat qu'on mène, vous comme moi, c'est le combat qu'on mène pour y arriver. Et je suis persuadé, parce que moi, j'ai confiance. J'ai confiance aux êtres humains, j'ai confiance en leur capacité de prendre leur vie en main, j'ai confiance en leur capacité de réagir et d'être force de proposition. Merci Alain pour ce plaidoyer, ces propositions. Alors, il est 13h02, habituellement, on fait une petite pause à ce moment-là de l'audition pour remettre sur la table vos propositions phares, vos messages, parce qu'en fait, il y a des scribes autour de cette audition qui prennent des notes de tout ce que vous dites. Alors, faites attention, dites pas de bêtises. Oui. Et puis, alors, je vais vous laisser tous les deux faire 2-3 propositions. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est bienveillant et bon enfant. Et puis après, j'ai quand même une petite question personnelle pour Monsieur Valtou. Est-ce que quand on a eu 21 parrainages pour la présidentielle, est-ce qu'on est éligible à être auditionné par la FHF? Voilà, c'était ma petite parenthèse personnelle pour le projet de jeudi. Je vous laisse tous les deux faire 3 propositions pour aider nos collaborateurs qui prennent des notes. Je démarre? Oui, allez-y, monsieur Valetto. Ok, merci Alain. La première proposition, c'est qu'on change de paradigme en matière de santé et qu'on sort d'un système qui est hyper centralisé, avec ses excès bureaucratisés, pour faire confiance aux acteurs de terrain. Et moi, je serais vraiment pour que ça rejoint un peu ce que disait Alain Brenet tout à l'heure sur la place de l'humain. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens de terrain, c'est aussi des gens qui ont des solutions à partir du moment où on les laisse travailler entre eux. Ça ne veut pas dire enfermés dans les 4 murs de l'hôpital pour l'hospitalier ou tout seul dans son cabinet pour le libéral. Mais ça veut dire mettre les acteurs de terrain ensemble pour essayer de trouver ensemble des solutions. Et ça veut dire qu'on passe d'une culture de la défiance bureaucratique, on ponde la norme toute la journée et on dit c'est comme ça que vous devez faire, c'est comme ça qu'il faut répondre à tel sujet, etc. Et à une culture de la confiance, où finalement on fait confiance aux responsables de terrain, ils ont été formés pour ça, ils sont tous les jours auprès des patients, ils savent gérer mieux que quiconque comment réagir. Et donc la proposition, ce serait que l'État, finalement, qui est quand même le garant qui est en France une santé publique pour tous,
et qui est accès aux soins pour tous et qui aussi est garant que, quel que soit l'endroit où on habite et quelle que soit la couleur de sa carte bancaire, on doit pouvoir avoir accès à des soins. Donc l'État, il devrait définir les objectifs, quitte à aller bassin de vie par bassin de vie en disant, voilà, ici, dans tel coin du Nord-Pas-de-Calais, ce qui n'est sans doute pas le cas, ou des Hauts-de-France, pardon, ou dans quel coin de Bretagne, il y a un taux de mortalité infantile qui est trop élevé. Démerdez-vous, vous, les professionnels de santé, pour améliorer la situation. Et puis, moi, je vous laisse faire. Et par contre, je suis garant de la réussite et donc, je suis à la fois celui qui édicte les objectifs et qui, derrière, évalue. Et moi, je reviendrai vous voir pour voir finalement ce que vous avez mis en place, c'est cohérent et pertinent, ou au contraire, vous partez voilà, dans un mauvais sens et il faut corriger le tir. Vous voyez, c'est le rêve d'un État qui, effectivement, fasse confiance aux acteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus directement sur l'hôpital, moi, je suis vraiment partisan pour que, voilà, comment dire, on rémunère à sa juste valeur tous ceux qui travaillent à l'hôpital. L'hôpital il y a des choses à corriger à l'hôpital. Parfois, l'hôpital n'est pas exempt de reproches dans son fonctionnement intérieur, dans son fonctionnement interne, pardon, dans les baronnies de services, etc. Il y a parfois des choses qui marchent pas bien, mais je crois que globalement, il faut mieux rémunérer. Et puis, pour attirer aussi des jeunes, donner envie à la jeunesse de revenir réinvestir les métiers du soin, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital ou en ville. Et puis le troisième objectif, c'est ce que je disais sur le plan du financement, une meilleure régulation pour qu'on arrête aussi voilà, un certain nombre d'opérations de complaisance, qu'on arrête effectivement tous les actes inutiles et pour réinvestir là où il y en a besoin. On parlait des rémunérations à l'instant, mais il y a aussi besoin parfois dans des locaux, dans des équipements, dans du matériel pour réinvestir effectivement les métiers du soin. Voilà, c'est un peu les trois propositions un peu générales que je voudrais faire. Très belle proposition. Alors, j'adore votre première. Hein. Alors ça, vous confiez les clés du camion aux professionnels de terrain. Ils feront ça très bien en vous rendant des comptes, bien sûr, en évaluant. Vous voyez juste, Alain, il l'a dit tout à l'heure, mais la gestion du matériel, ça, c'est un truc de malade. On n'a pas tiré les leçons de ce qu'on a vécu, c'est un truc de ma boule. Et plus largement que ça, M. Valtou, moi qui ai été très impliqué, comme plein de docteurs, dans la gestion de la crise sanitaire et notamment des premières vagues, il n'y a eu aucun retour d'expérience. C'est comme vous le savez, les soignants de terrain ont un peu pris les rênes de l'organisation de cette période complètement hors norme. Il n'y a eu aucun retour d'expérience des ARS. Aucun. C'est-à-dire qu'en gros, on nous disait « faites au mieux ». Et puis à la fin, ça a été bon, bah, c'est bien, vous avez fait au mieux, quoi. Mais alors, on n'a tiré aucune leçon. Et les ARS, qui sont une structure, une sorte de tour de contrôle par bassin de population, enfin, devrait être une tour de contrôle. Il ne faut plus qu'elle soit qu'un vecteur d'information descendante de Paris. Il faut qu'elles aillent chercher l'information sur le terrain et que ça remonte. Voilà, il va falloir changer un petit peu le paradigme aussi des ARS pour reprendre votre expression. Voilà. Alain, je vous écoute pour vos 2-3 propositions, même si vous en avez déjà fait plein, hein, mais celles qui vous tiennent à cœur. Ben, la première qui me tient à cœur, c'est qu'il y a une prise en charge à 100% de tous les soins de santé. Voilà, ça règle au moins tous les problèmes de ce qu'on disait sur les urgences, etc. Et ça permet aussi aux gens qui vont jamais, par exemple dans les hôpitaux, qui ne consultent pas un médecin, qui sont à 35% quand même de la population, de pouvoir se soigner. Donc ça, c'est la première chose, pouvoir se soigner. La deuxième chose, c'est effectivement au niveau on parlait de pénurie de médecins, donc nous, on est pour que dans les médias, il y ait une création de 12 000 places d'étudiants concernant les études de médecine pour que jusqu'à maintenant, on a à peu près 8 000. Et donc, ce serait déjà une première étape qu'on ait 12 000 médecins, mais qu'ils soient aussi rémunérés. Parce que c'est aussi ça qui est important. Après, j'ai parlé, moi, des 100 000 logements. Je suis aussi pour qu'on arrête totalement donc, le financement de l'activité j'arrive plus à revenir sur le nom, excusez-moi, c'est aussi la fatigue comme ça, de la T2A, effectivement, même si elle a été aussi retravaillée, mais il faut qu'on arrête complètement la T2A. Quand on parle marchandisation, ben là on parle de l'être humain, effectivement. Et aussi une question qui est importante, hein, et j'ai fait une proposition de loi là-dessus, c'est qu'il n'y ait pas d'établissement de santé à plus de 30 minutes.
Et ça, c'est une grande proposition qu'on peut faire de façon à ce que les citoyens peuvent se soigner. Et enfin, je terminerai, parce qu'on a pas mal de choses sur les propositions, mais aussi une proposition d'une loi cadre concernant la psychiatrie. Parce que la psychiatrie, c'est le parent pauvre et ça doit faire partie aussi de l'ensemble de l'hôpital. Il y a la psychiatrie, les établissements de psychiatrie, mais aussi, par exemple, dans les établissements hospitaliers, et y compris, par exemple, aux urgences. C'est important aussi qu'il y ait un psychiatre qui est là pour pouvoir écouter les patients. Donc, voilà un peu les propositions en vrac, que j'en avais déjà bien dites auparavant, ce que je souhaitais aussi partager avec vous. Merci à tous les deux. C'est passionnant de vous écouter. Et puis, j'aime bien parce que je trouve que c'est une table ronde qui est vraiment constructive. Alors, ça se termine à 13h15, c'est bientôt. Il y a quelques questions. On a aussi des modérateurs qui vont reprendre quelques questions. J'en ai vu une passer. Alors, pendant que les modérateurs listent les questions qui sont à poser, qu'est-ce qu'ils pensent Alain Brunel et Frédéric Valtou de McKinsey? Parce que les soignants, ça coûte moins cher que McKinsey et les idées sont meilleures. Hein. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire placer ces idées-là à l'Assemblée nationale pour Alain et puis auprès du ministère pour Frédéric, avec un peu de malice dans la réflexion, mais je le pense très sincèrement. Hein. C'est quand même con de faire appel à McKinsey, alors que la compétence, elle est peut-être autour de soi, autour de nous. C'est quand même un peu stratosphérique, ça. Hein. Enfin, votre avis là-dessus. Et puis, les modératrices, vous prenez le relais s'il y a une ou deux questions. Sur McKinsey, je suis d'accord, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vrai que je suis assez d'accord. On parlait d'actes inutiles, il y a parfois des dépenses inutiles. Exact. Pareil. Pareil. Donc, est-ce qu'il y a des questions, les modératrices, que vous voulez rajouter à nos deux invités? Alors, en fait, Arnaud, il y a eu peu de questions, il y a eu beaucoup de réactions, mais peu de questions directes. Beaucoup d'interrogations, en fait, par rapport à la faisabilité de certaines propositions. Ce qui semble important pour tout le monde, c'est surtout avoir conscience de la réalité de terrain et vraiment impliquer les soignants dans les prises de décision dans le futur. Et il y a une question qui peut éventuellement qui me semble intéressante. Que pensez-vous de la place éventuellement de logisticiens ou de méthodologistes dans les établissements de santé? Merci Stéphanie. Voilà. Que pensez-vous? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu non plus. Que pensez-vous éventuellement? Vas-y, Arnaud. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Que pensez-vous éventuellement de la place de logisticiens ou de méthodologistes dans les établissements de santé? C'est une question qui se pose très souvent à l'heure actuelle. Pour fluidifier les flux, lisser les organisations, un peu un regard d'entreprise sans que ce soit un mot sale, mais sur l'optimisation. On demande aux soignants de faire des parcours de soins. Les soignants, il faut qu'ils soignent. Peut-être qu'on a besoin d'un support technique, logistique, non? C'est ça l'idée. Oui, enfin, rien n'interdit aujourd'hui à un hôpital qui voudrait se doter d'un logisticien un peu plus aguerri, on va dire, de le faire. Donc, il n'y a pas de… Oui, c'est sans doute… De toute façon, on sait qu'à l'hôpital, comme ailleurs, il y a plein de nouveaux métiers qui vont émerger dans les années qui viennent, et sans doute que celui-là, ça en est. Et quand je dis nouveaux métiers, c'est aussi des nouveaux métiers, tu le disais Arnaud, qui viendront coordonner aussi le parcours et suivre peut-être beaucoup plus le parcours de soins des patients. Ils seront peut-être rattachés à l'hôpital, peut-être ils seront rattachés dans d'autres territoires ou dans d'autres organisations à d'autres types de structures, ça j'en sais rien, mais c'est pas grave, le tout c'est que les patients soient soignés et qu'on laisse la souplesse d'organisation, comme je le disais tout à l'heure, aux acteurs de terrain. Dans les nouveaux métiers, il y a quelque chose d'assez aussi intéressant en termes de fil rouge derrière notre mois d'audition, c'est en fait les métiers de l'éducation, de la prévention et de la santé environnementale, du développement durable, de la protection des écosystèmes. Aujourd'hui, la promotion de ces métiers-là est insuffisante et on pense aussi que demain, c'est quelque chose qui revient souvent dans les propositions, que demain, l'hôpital doit aussi s'armer d'un service protection environnementale, santé environnementale, la bonne alimentation, le mieux vivre. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Valtou, j'ai vraiment bien aimé. Le mieux vivre, ça, c'est pareil, c'est des nouveaux métiers. Et en plus, assuré par des soignants, ça pourrait être en fait une réserve sanitaire intéressante si on les a auparavant formés aux soins critiques. On pourrait très bien imaginer que des gens orientés éducation, prévention, santé environnementale, quand il y a un pic sanitaire, quel qu'il soit, nucléaire, pandémique, migratoire, et que les soins critiques ont besoin de monde, on pourrait aller piocher dans cette population-là. Ça fait partie des idées qu'on porte parce qu'on y croit beaucoup à ça.
Oui, alors moi je partage totalement. Bon, c'est comme Frédéric que je faut pas s'interdire dans les hôpitaux, dans les bassins de vie, il ne faut pas s'interdire de réfléchir, de faire des propositions collectives selon ce qui se passe à l'hôpital. On a besoin effectivement, d'abord on a besoin aussi que les hôpitaux ont à peu près le même matériel, je pense au logiciel par exemple. Des fois, s'il faut se passer des informations, on n'a pas le même logiciel. Et donc, effectivement, ça pose déjà un gros problème. Donc, il faut qu'on ait aussi des moyens pour tous les hôpitaux qui soient performants pour pouvoir échanger ensemble. Après, la deuxième chose, moi, je suis très sensible aussi à ce que l'hôpital, on puisse travailler dans la recherche et en amont. Alors, on dit qu'il y a 48 000 morts par an par les particules fines. Est-ce qu'on fait ce constat tous les ans avec une augmentation où on dit on va essayer de réduire ces 48 000 morts ou qu'il n'y en ait plus du tout, c'est ça l'objectif, qu'il n'y en ait plus du tout, en essayant de travailler en amont. Qu'est-ce qui se passe en amont? Nous, moi je suis du bassin minier, on a un retard considérable au niveau sanitaire et depuis on n'a jamais comblé le fossé qu'il y a entre ce que nous vivons et la réalité. Donc ça c'est important, il faut qu'on puisse. Et ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est donner des moyens à la recherche. On donne aucun moyen à la recherche. Bien sûr, c'est un sujet à part entière qu'on a essayé d'aborder un petit peu au fur et à mesure lors de différentes auditions. La recherche, le médicament, c'est peut-être des sujets qu'on va essayer absolument de traiter dans le cadre de nos auditions parce que effectivement tout est lié. Écoutez, c'était passionnant. Vraiment, je vous remercie à tous les deux de tout cœur parce que monsieur le député, merci de nous avoir accordé du temps. Monsieur le président de la FHF, merci beaucoup. Vous nous aidez là par votre expertise à alimenter notre réflexion et puis surtout nous à aiguiser notre message parce qu'en fait un message qui n'aurait pas l'approbation de tout le monde ne sert à rien. Donc nous on butine chez tous les experts et puis on essaiera de vous restituer cela de bonne manière sous la forme d'un écrit bien sûr. Et d'ores et déjà, tous les deux, vous êtes invités également à notre colloque de restitution du vrai Ségur de la santé qui aura lieu à Paris les 27 et 28 mars prochains à l'Institut national des jeunes aveugles. Donc le dimanche et le lundi. Le lundi soir, il y a une soirée de réception organisée pour vous. J'espère que vous nous ferez l'honneur et l'amitié d'y venir. En tout cas, merci beaucoup. Je retiens un autre mot-clé de notre entretien, c'est bassin de vie. Et en fait, je pense qu'elle est là la clé. Arrêtons de raisonner sur l'hôpital, monsieur Valtou, vous l'avez bien dit tout au début. Raisonnons en bassin de vie. Quand on raisonne en bassin de vie, on regarde la ville, on regarde comment la ville peut aller mieux en fonction de l'hôpital et vice-versa. Et donc, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver parce que là, on est en train, à mon avis, de toucher du doigt le centre névralgique des problèmes d'aujourd'hui. En tout cas, on essaye d'apporter notre pierre à l'hôpital, enfin, à la santé, au système de santé de demain. Merci à tous les deux, vraiment de tout cœur pour le collectif. Merci beaucoup. Au plaisir de poursuivre nos échanges quelle que soit la forme que vous choisirez. Alain, on communique souvent, tu le sais bien, monsieur Valtou aussi, même si je vous ai égratigné parfois sur Twitter. Et puis après, j'ai fait votre connaissance, j'étais tout gêné, hein, on peut le raconter. Hein, c'est vrai que quand sur Twitter, parfois, je suis un petit peu agressif. Et puis quand j'ai été reçu par monsieur Valtou, j'étais un peu gêné. J'ai dit, écoutez, monsieur, d'abord, je vous présente mes excuses, hein, parce que, bon, même si c'était de l'attaque cordiale, c'était quand même un petit peu c'était un peu piquant. Je vous remercie de tout cœur, vraiment. Merci aux modératrices, merci aux scribes, merci à la logistique du Vrai Ségur, merci à Natacha qui filme cet entretien en Facebook Live. Vous savez que la page Facebook du Vrai Ségur de la santé, enfin du collectif Santé en danger, c'est 2 à 5 millions de personnes qui regardent. Hein. Donc là, maintenant, excusez-nous si on a fait vous des stars de la santé. Hein. Mais ça, c'était… Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.